Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va tenter de répondre à la question suivante qu'on m'a beaucoup posée et qu'on s'est posée au moins une fois dans notre carrière, c'est en fait est-ce qu'on a besoin d'être fort en mathématiques pour pouvoir être un bon programmeur, pour pouvoir être un développeur? Et la réponse, je vous la donne de suite, c'est non. On n'a pas besoin de savoir résoudre des équations complexes pour être bon en programmation. Par contre, on peut parfois voir des notations mathématiques s'inviter dans notre domaine, dans nos lignes de code, et c'est le cas de la Big O Notation que l'on va voir dans cette vidéo. Alors c'est pour démystifier un petit peu le truc, vous allez voir qu'on a une notation qui est liée à l'algorithme qu'on utilise, qui est là pour en fait calculer la complexité suivant le nombre de données en fait qu'on va passer. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, vous avez votre application où vous avez une centaine d'utilisateurs. Vous utilisez un certain algorithme qui permet de faire un traitement. Demain, vous passez à 1 million d'utilisateurs, vous allez avoir très probablement besoin de changer votre algorithme si vous n'avez pas prévu en fait le bon format entre guillemets d'algorithme et pour répondre à ces problématiques-là de performance, on peut s'appuyer sur la Big O Notation. Et c'est ce qu'on va voir de suite. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, donnez-moi un maximum de force pour que je puisse continuer de faire des vidéos et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à vous rendre sur laraveljutsu.net et à choisir la formule qui vous sied le mieux. Si vous avez envie qu'on discute de vos besoins, vous avez une séance gratuite de 30 minutes. On se retrouve de l'autre côté. Comme je vous le disais à l'introduction, la Big O Notation permet d'évaluer le nombre d'exécutions, d'opérations que votre algorithme va demander suivant le nombre d'entrées. Alors c'est quelque chose que vous faites plusieurs fois par jour, vous ne vous en rendez même pas compte, mais les algorithmes que vous utilisez et parfois même les fonctions les plus simples ont une nomenclature, ont une notation mathématique particulière, et c'est ça que j'avais envie de démystifier un petit peu dans cette vidéo. Donc il y a des choses intéressantes, notamment pour les performances. Donc l'objectif, ça va être d'utiliser le bon algorithme suivant le nombre de données ou ce qu'on veut faire, et de combiner le mieux. Pour avoir le meilleur des mondes, évidemment, il va falloir toujours aller plus loin et connaître des choses qu'on va pas forcément voir dans cette vidéo, mais évidemment, ce que je vous montre là, c'est pas exhaustif. On n'a pas juste ces nomenclatures-là, on n'a pas juste ces algorithmes-là. On a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en place, mais parfois qui sont nécessaires pour résoudre ces problématiques de performance. Mais par exemple, si je veux commencer par le O de 1, qu'on appelle aussi temps constant, ça a l'air un petit peu rugueux au premier abord, mais en fait, c'est tout simplement un petit helper. Si vous avez envie de récupérer le dernier des items d'un tableau, vous allez faire une petite fonction qui va s'appeler getLastItem. Ok, et là, vous allez lui passer un tableau. Et tout ce que vous faites ici, c'est retourner. Donc, je ne fais pas de vérification ici. Je vais juste retourner ici le dernier item. Je vais juste récupérer le point length pour avoir la longueur. Je fais un petit -1. Et ça va me permettre de récupérer le dernier item. On va partir ici. On va juste faire un petit console log. Là, je vais faire un getLastItem et je vais lui passer, on va dire 1, 2, 3 et 4 et vous allez voir que normalement il est censé me rendre 4. Je réactualise et on voit qu'on a 4. En fait, ça, c'est constant, c'est-à-dire que peu importe le nombre, en vérité, d'entrées dans notre tableau, là j'en ai mis que 4, mais en fait on pourrait en avoir des milliards, il va pas faire de boucle, il va faire qu'une seule opération, et ça sera toujours qu'une seule opération, puisque là c'est simplement retourner le dernier élément du tableau. Donc maintenant on va monter en complexité en termes d'algorithme, et on va s'intéresser à O de n. Donc O de n, c'est le temps linéaire. Et là, on va faire une boucle en vérité et on va avoir quand même un nombre d'opérations qui sera directement lié, tout à fait proportionnel au nombre d'entrées dans notre tableau. Moi, je vous donne un exemple. Vous l'avez déjà fait plein de fois, vous le faites peut-être plusieurs fois par jour. C'est une fonction qui va s'appeler getMatchingItem. Donc là, dans le contexte, ça n'a pas trop de sens, mais c'est pour que vous compreniez. Je vais lui passer un item, et ici, je vais lui passer un matching item. Et ça va juste faire un truc, c'est une petite boucle for. On va boucler, en fait, sur notre tableau d'items. Et quand on a notre élément, on va à chaque fois vérifier si l'élément est strictement égal au matching item.
Si c'est le cas, on retourne le matching item, ou ici l'élément, peu importe, ça sera le même. Sinon, on peut retourner nul ou -1 pour la forme. Voilà. Et ça, on peut tout à fait le console log, et on va lui dire, je vais te passer un tableau où il y a A, B et C, et je veux que tu me récupères B. Forcément, ici, il va faire un nombre d'opérations qui est directement lié au nombre d'items. Donc si j'en ai que quelques-uns, ça va. Le problème, c'est que ici, si j'en ai vraiment 1 million, il faudra avoir une autre façon de faire, par exemple, parce que ça veut dire que je vais potentiellement boucler 1 million de fois. Donc là, je vais réactualiser. Alors là, j'ai une petite erreur parce que je n'ai pas remplacé ici. Je me suis trompé, c'est items length. Et là, on a B. Donc vous voyez, le code fonctionne, mais c'est surtout derrière le nombre d'opérations potentielles qui est important à retenir. Une autre notation qui, elle, par contre, peut être problématique, c'est le temps quadratique. Et là, ça va s'écrire O de n au carré. Donc temps quadratique. Alors à ce niveau-là, c'est quoi le problème? Le cas le plus frappant, c'est quand vous allez vouloir créer un tableau. Et donc on part d'une entrée où on a 1, 2 et 3, ou A, B et C, et vous allez, d'une façon ou d'une autre, vouloir en fait créer une matrice carrée. C'est-à-dire que vous allez, si vous avez 3 entrées, en fait vous vous retrouvez en sortie avec le carré de ce qu'il y avait dans les items. Donc vous allez avoir 9 entrées. Si vous en avez passé 4, 16, etc. etc. Donc je vais faire une petite fonction rapidement qui me permet de créer une matrice carrée. Vous allez voir, c'est juste un tableau multidimensionnel, c'est un tableau où il y a plusieurs tableaux à l'intérieur. Et typiquement, ça sera de forme O de n au carré. Et ça va augmenter, en fait, la complexité va, plutôt le nombre d'opérations va augmenter de façon exponentielle par rapport au nombre d'entrées. Et ça peut être très problématique. 1, 2, 3, 10, 20, ça peut aller, mais demain, vous en avez 100 000, 100 000 cas à traiter, 100 000 entrées, 100 000 n. Là, si n vaut 100 000, là, c'est foutu. Il va falloir trouver une autre solution. Et on revient du coup à la O-notation qui vient juste après. Donc déjà, je vais écrire rapidement une petite fonction qui s'appelle build squared matrix. Voilà. On va lui passer, comme d'habitude, items. On va construire notre petit tableau qui s'appelle juste matrix. Ici, ce qu'on va faire, c'est boucler. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. On va remplacer bien array par items. On va boucler sur nos items. Et à chaque fois, on va juste recréer tout simplement un tableau. Donc, on va dire que pour matrix index, hop, on va juste rajouter un tableau. Et ensuite, on va reboucler à l'intérieur. Donc, je vais refaire un petit for. Là, je vais changer les J en... les i en J-index, habituellement c'est i et j, mais bon là je laisse comme ça. Et on va reboucler sur nos items, et à chaque fois ce qu'on va faire, ça va être prendre notre matrix index, voilà, et on va ici reprendre donc notre matrix index, et on va à l'intérieur push donc le items J-index, de cette façon. Voilà, ça suffit. Et à la fin, évidemment, quand on a fini nos boucles, donc là on a une boucle dans une boucle, vous comprenez un peu le délire, on va renvoyer notre matrix. Donc là, si j'utilise build squared matrix, je vais faire un petit console log comme depuis le début, et que je vais lui passer 1, 2, 3, vous allez voir, je réactualise, on a un tableau, d'accord, de 3 sous-tableaux, et donc on a eu pour, à la base, 3 entrées, ici, on finit par avoir le carré d'opération, donc finalement 9. Et évidemment, vous avez compris, si je passe 4, bon voilà, il m'a construit ma matrice carrée, et on va se retrouver avec 4 au carré, 16 entrées, 16 opérations. Et ça peut être très très problématique. Donc ça va me permettre de basculer directement sur le dernier, la dernière notation que l'on veut voir. J'ai nommé le Graal de la performance pour tout ce qui concerne les tris, notamment les tris rapides et les tris de fusion. Nous, on va faire un tri rapide, le O de n log de n. Ça, c'est pour le temps logarithmique, qui sera en vérité exponentiellement plus intéressant que le précédent qu'on a vu. L'idée ici, ça va être de diviser pour mieux régner. On va s'imaginer avoir par exemple un paquet de cartes, d'accord? Vous vous imaginez que pour pouvoir les remettre dans l'ordre, vous divisez le paquet en 2, et ensuite les 2 que vous avez, encore en 2, etc. Et en fait, on va faire notre tri rapide là de suite, en utilisant cette notation-là,
Et cette complexité est très très intéressante pour les tris. On n'utilisera même pas de boucle en fait, on va utiliser la récursivité. Alors l'idée ça va être de faire un quick sort. Donc on va démarrer avec un petit, par exemple tableau de nombres. On va mettre 2, 1, 4, 6, 4, 7, 7, 8, 3, voilà. Et on veut les remettre le plus rapidement possible dans l'ordre. Donc ce qu'on va faire, c'est une petite fonction quicksort qui va prendre évidemment les items. À l'intérieur, ce qu'on va faire, ça va être directement de vérifier si la longueur en fait de items, en fait si on n'en a pas 2, donc si c'est inférieur à 2, on pourra plus faire ce qu'on veut faire, donc on va directement retourner l'items, c'est-à-dire qu'on n'en a qu'un et donc on le retourne. Ensuite, en fait, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, je vais prendre l'exemple ici sur ce tableau visuellement. On va prendre une valeur pivot. Alors en fait, ça peut être la première, ça peut être la dernière. Nous, on va faire simple, on va prendre la première. Donc cette valeur-là, la valeur pivot, donc je vais l'écrire au fur et à mesure que je vais le faire. Je fais un petit let pivot items 0. Voilà, je prends le premier, donc là je prends 2. Ensuite, je vais mettre dans un tableau left, vous l'avez compris, toutes les valeurs qui sont inférieures à 2. Dans un tableau right, toutes les valeurs qui sont supérieures à 2. Et en fait, on va pouvoir le reconstruire comme ça, vous allez voir. Donc on va faire un petit left, et là, en fait, on va prendre items, et on va faire un slice 1 pour retirer la valeur pivot, on veut retirer le 2, et ensuite on va faire dessus un petit filter, on va boucler sur, on va faire un filtre sur nos items, et ici on va faire un item, alors là on va faire inférieur ou égal à pivot, d'accord. Et ensuite, vous l'avez compris, pour le right, ça va être tout ce qui va être supérieur. Et là, ça sera strictement supérieur à pivot. Alors, je fais un petit arrêt sur image là pour, en fait, est-ce qu'on l'inclut ou est-ce qu'on l'inclut pas? Il va falloir l'inclure dans un des deux, c'est au choix. Parce que sinon, on va avoir des soucis, notamment pour les nombres qui sont identiques au pivot, d'accord. Donc là, j'ai pas plusieurs fois 2, mais vous allez voir, je vais en rajouter un et on va avoir un souci tout à l'heure. Je vais passer à strictement inférieur et vous verrez. Et là, à partir de ce moment-là, on a trié, on a à gauche, on a à droite et on a au milieu. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un petit return. Alors on va pas le faire comme ça, parce que ça, en fait, je vais rajouter pivot et je vais ensuite dispatch le right, comme ceci, parce qu'en fait, c'est presque dans l'ordre, à gauche et à droite, c'est eux-mêmes sont respectivement pas dans l'ordre. Mais est-ce qu'on a une fonction qui permet de remettre dans l'ordre? Eh bien oui, c'est quicksort. Donc on va réutiliser quicksort dessus. Et vous voyez un petit peu la logique. Et c'est ça qui va faire qu'il va être exponentiellement intéressant. Pour vous donner un exemple, il sera par exemple peut être 100 fois plus rapide que celui qu'on a vu avant. À un moment ou l'autre... l'algorithme précédent, donc le temps quadratique demandé 1 million de passes, d'accord, lui il va en demander par exemple que 10 000. Donc c'est quand même très très intéressant. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit console log de notre quicksort de items. Je reviens ici, je réactualise et vous voyez 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 7 et 8. Et là, on va revenir sur le petit problème. Donc attention, n'oubliez pas, même si vous avez fait une très belle fonction et que vous oubliez malheureusement de penser à ça, vous allez voir, là le 2, je réactualise et il nous manque tous les, tous ceux qui sont en doublon parce que à chaque fois qu'on est repassé dans quicksort, le pivot disparaît. Donc on n'a plus qu'une fois le 1, une fois le 2, etc. Donc toujours pensez à le prendre, à l'inclure dans votre filter ou peu importe comment vous le faites. Mais là, l'idée c'était de ne pas faire de boucle. Donc voilà pour ce petit tour des types, des complexités algorithmiques, très intéressantes ma foi. Et enfin, je vous remercie pour votre fidélité et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.